Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va parler d'un livre que j'aime beaucoup. Pour les quasiment 100 abonnés de cette chaîne, je vous remercie. Mais je suis hyper émue que ça puisse plaire au moins à 100 personnes, qu'il y ait des gens qui regardent. Pour moi la littérature c'est un médium qui m'est tellement cher et précieux et c'est un médium qui est tellement intime que qu'on puisse se retrouver dans cette intimité-là ensemble, ça, voilà, ça m'émeut beaucoup. Donc pour les 100, en fait, j'ai demandé à mes potes, ils m'ont dit: «Ah, pour tes 100 abonnés, fais une vidéo incroyable et tout». Bon, incroyable, je ne le garantis pas, mais en tout cas, on va essayer de faire une vidéo sympa. Et j'ai une amie, coucou Lorraine, qui m'a dit: «Parle de science-fiction». Alors je me suis dit: faire une vidéo spéciale sur la science-fiction, j'en suis capable, mais de quoi va-t-on parler?» Et après je me suis dit: «Mais on va parler du premier roman de science-fiction». Et quel est le premier roman de science-fiction? Yeah, Frankenstein de Mary Shelley. Bon, évidemment, je tiens à dire encore une fois, on en parlera un jour dans la question, une vidéo sur les genres qui n'est même pas encore préparée, mais j'y pense. Genre, Mary Shelley ne s'est jamais dit autrice de science-fiction. Hein. C'est a posteriori qu'on l'a catégorisée comme la première personne à avoir écrit un livre qui met en place les codes de la science-fiction. Qu'est-ce que la science-fiction? On va pas faire une vidéo sur la définition de la science-fiction parce qu'on en aurait pour 8 heures, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, à l'origine, la science-fiction, c'est quand même quelque chose, c'est quand on va utiliser la science comme l'élément déclencheur de l'intrigue principale. Et qu'on va construire une espèce de théorie, une histoire hypothétique autour d'un postulat scientifique. Alors, on va pas discuter des limites de cette définition parce qu'il y en a plein, c'est pas le sujet. Bref, juste à l'origine, c'est. Voilà. Bon. Mary Shelley, quand elle a écrit Frankenstein, elle arrive juste après les Lumières. Elle est très inspirée par les écrits de Rousseau, qui est une posture un peu bancale au sein des Lumières. Mais bon, l'influence de Rousseau se fait sentir comment? Parce que l'intrigue se passe en Suisse, et bon, je vais le dire tout de suite parce que en fait, au sein de Frankenstein, il y a vraiment une attention énorme qui est portée à la nature, mais au même titre que Rousseau pouvait le faire dans les balades qu'il y a, genre les Alpes suisses sont décrites, il y a vraiment ce qu'on appelle le sublime qui est primordial dans le livre. Je voulais aussi repréciser deux choses que je n'ai pas précisées et qui sont importantes pour comprendre Frankenstein. Un, donc, j'ai parlé de l'influence de Rousseau dans la description des paysages. Mais dans Frankenstein, il y a deux types de paysages qui s'opposent clairement et qui reprennent un peu la tradition rousseauiste pré-romantique, à savoir donc, la description d'un paysage de façon romantique, bucolique, voilà, bucolique c'est le mot, et un paysage qu'on appelle sublime, qui reprend plus l'idée d'une nature terrifiante et qui reprend, enfin, qui vient souvent, qui orne en général les romans gothiques. C'est pour ça qu'on parle de Frankenstein comme étant un roman en partie gothique. Et donc, en fait, ces deux dualités-là, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la dualité entre ces deux paysages-là, entre un paysage magnifique et terrifiant, typiquement la description de la montagne comme étant quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui est terrifiant, dangereux et en même temps sublime, et par exemple, comment on va décrire une forêt ou un champ, là où peut-être il y a la main de l'homme qui vient un peu façonner le paysage, etc. Donc là-dedans, il y a quand même des réflexions à avoir sur... Enfin, qui rejoignent en fait tout le discours qu'il va y avoir dans Frankenstein sur la métaphysique et sur... oui, sur le rôle de l'homme dans la nature, que c'est quelque chose en fait qui est largement dépassé par le pouvoir divin, etc. Et que c'est quelque chose avec lequel l'homme ne peut pas vraiment rivaliser sous peine d'être puni. L'influence de Rousseau est essentielle pour comprendre le livre, et l'influence des Lumières et la montée de la rationalité dans l'intérêt que a Mary Shelley à décrire un monde, en fait, à écrire une histoire autour d'un monde scientifique. Alors évidemment, le monde scientifique de Mary Shelley, c'est pas le monde scientifique d'aujourd'hui, donc vous n'allez pas avoir des gens en blouse blanche qui font avec du vocabulaire très compliqué, parce que même elle n'était pas spécialement scientifique, mais en tout cas son postulat de départ est scientifique. Donc quel est ce postulat de départ? Ok, la forme de Frankenstein est très intéressante, pourquoi? Donc, le livre commence par
vous allez être surpris par un récit épistolaire, donc par des lettres. Monsieur, un explorateur, cherche à découvrir le pôle Nord et le pôle Sud, à explorer l'un des deux pôles, je ne sais plus lequel, l'un des deux. Donc il envoie des lettres, il explique en gros son projet, etc. à une amie à lui, et ensuite sur la mer il récupère un homme qui est quasiment mort sur la mer, il le récupère et il le soigne, et il s'avère que ce monsieur s'appelle Victor Frankenstein. Et Victor Frankenstein va lui raconter son récit. Et donc là, on change de point de vue, et on passe dans une mise en abîme. Une mise en abîme. C'est le mot technique de la journée, qui est un récit dans le récit. Et attention, ça va être Inception, après vous n'êtes pas prêts du tout. Christopher Nolan n'a rien inventé, c'est Marie Shelley. Donc, Dr. Frankenstein, Victor raconte qu'il était un jeune étudiant il y a encore quelques années, et qu'un jour, il a découvert, il explique son enfance, etc., une enfance inspirée clairement de l'Émile de Rousseau, bref, voilà. Voilà, en Suisse, etc. Il devient étudiant en biologie. Là, il y a toutes les références de sciences de l'époque qui passent, et en fait, il découvre le secret de la vie. Sur ce, il va décider de créer un homme, donc il récupère des morceaux de cadavres et les assemble, petit tour de magie, enfin pas petit tour, mais il fait son expérience et ça marche, il crée une bête. Et là, face à l'horreur de ce qu'il vient de faire, il abandonne la bête. Ah, la créature. C'est pas la bête, c'est la créature. Alors déjà, rien que dans le terme, parce que je crois que dans le livre, c'est vraiment, c'est The Fiend, donc c'est le... Après, ça devient le démon, mais à la base, c'est vraiment la créature. Et je trouve que dans ce glissement-là, on voit déjà qu'il y a une question éthique énorme qui se pose déjà à l'époque, et vraiment qui questionne déjà la science à l'époque, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en science, est-ce qu'il faut imposer une certaine éthique dans la pratique scientifique, ou il faut rechercher la connaissance pour la connaissance. Et ce que j'aime bien, c'est cette espèce de collision qu'on retrouvera après dans toute la tradition de la science-fiction, au-delà des topos que je vais énumérer après, qui sont propres du coup à la science-fiction, qui est donc où il y a en fait une confrontation entre la loi morale qui viendrait de Dieu dans la religion et la loi naturelle en fait, qui devrait explorer la science, et en même temps son action n'est pas du tout naturelle. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas il y a une confrontation là entre genre une loi divine et une loi donc scientifique. Et bon, le postulat, moi je vais pas discuter le postulat de Marie Shelley, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y a l'exposition aussi. Le livre critique beaucoup la question de l'hubris humaine. Et l'hubris, c'est quoi? L'hubris, c'est la fierté démesurée des hommes à confronter les dieux, en fait. Et c'est quelque chose à la base qui vient du théâtre antique, tragique, mais ça a été repris après dans les religions et dans les textes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en parle très peu, mais pourtant dans énormément de livres moraux, donc notamment du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, l'hubris, ça va vraiment être l'élément qui va souvent causer la perte des personnages, en fait. Et là, c'est la même chose. Et donc, on peut aussi lire le Frankenstein comme un roman d'avertissement envers, justement, l'explorateur qui veut conquérir le monde de la même manière que Frankenstein voulait conquérir la biologie, quoi. Donc voilà. Euh, Ce point de vue, c'est une interprétation, ça ne reflète pas mon avis sur les sciences, etc. On se met bien d'accord là-dessus. Donc la créature donc, est chassée, et Victor va se rendre compte en fait qu'il peut pas la laisser dans la nature, il s'en veut énormément de cet abandon, donc il va traquer la bête, et donc il va y avoir une course-poursuite dans les Alpes pendant un moment, et donc là il y a des passages de description magnifiques des Alpes suisses, etc. Et là encore, ça se confronte avec l'idée que le naturel versus comment on dit? L'artificiel? L'arté, la technique. Ensuite, c'est là où ça devient Inception. Une fois qu'il l'a retrouvé, non, il y a un autre truc qui se passe. Je veux pas trop spoiler, mais en gros, à un moment. Non, mais si, il faut en parler, parce que aussi, il y a la méchanceté des hommes qui est un gros thème, ou du moins En fait, la créature, dans son exil, parce qu'il y a une deuxième mise en abîme, mais je vous l'ai dit, c'est Inception, où à un moment, on va avoir aussi accès, en fait, au récit du monstre, donc de la créature. Et en fait, elle explique qu'elle elle n'a connu que le rejet des hommes depuis sa naissance et jusqu'à aujourd'hui. Et donc en fait, il a une histoire très violente. Par exemple, donc il va essayer de rentrer en contact avec des hommes, etc., qui vont tout le temps le rejeter parce qu'il est horrible, enfin il fait très peur quoi. Et en fait, un jour, il se réfugie dans la grange d'une maison, et en fait, c'est un aveugle qui vit dans cette maison, et donc il arrive à suivre, à s'éduquer parce qu'en fait, le monsieur prend en charge une jeune fille à l'époque et il lui fait son éducation, et du coup, lui, il va faire son éducation à travers, par procuration en fait, en écoutant l'éducation que le monsieur donne à la fille. Et donc voilà, éducation par les livres, ah la littérature c'est génial, etc. Donc voilà, postule encore un peu, on sent le rationalisme et l'espèce de truc rousseauiste derrière de comment on éduque les enfants. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait?
un jour, il va décider de prendre vraiment contact avec le monsieur en question qui est aveugle, et il est accepté par ce monsieur, mais la famille un jour arrive dans la maison, et il chasse la créature, il se retrouve seul. Et là il se dit, pauvre créature, il faut que Victor me crée une amoureuse, et donc il va fait crée-moi une femme, je te laisse tranquille et tout, et Victor est ok parce qu'il le menace et tout, et en fait au dernier moment il détruit donc la femme qu'il avait créée, et là, cycle de vengeance où ça va être, je ne dis pas la fin, mais à partir de là ça devient la merde, et donc voilà. Donc, pour l'intrigue, je suis désolée, c'était assez décousu comme vidéo, mais vraiment, c'est un livre qui a tellement influé, enfin qui a créé un genre en fait, même si on le pense pas du tout comme un truc de science-fiction, parce que ça n'a pas tout le côté robotique, etc. qu'on peut avoir en tête quand on pense à la science-fiction, mais ça, il y a vraiment des thèmes qui reviennent, enfin, des questions qui se posent déjà, qui aujourd'hui englobent tout, enfin voilà, qui sont qu'on sent dans la science-fiction. Il y a aussi le topos, donc le topos, le stéréotype de l'homme et sa création. Enfin, voilà, c'est un livre que je trouve riche, qui est très émouvant aussi, parce qu'il n'est pas du tout manichéen par conséquent. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, ou du moins préciser, donc j'ai dit que Mary Shelley était influencée par les philosophes du XVIIe siècle, et donc j'ai dit Rousseau. Mais j'ai aussi parlé de Locke parce qu'en fait il y a un sous-contexte très empiriste en fait dans Frankenstein, et une grosse partie du roman pourrait clairement être compris comme étant la partie de Frankenstein, enfin du monstre en tout cas, est vraiment construit comme un espèce de Bildungsromanz. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un mot allemand très dur à dire et très dur à écrire, qui veut dire qu'en fait c'est le roman d'éducation qu'on appelle en français, mais c'est plus chic de le dire en allemand. Donc c'est un Bildungsroman en partie, mais qui va être complètement habité par la philosophie de Rousseau et Locke, qui sont en fait des philosophes empiristes. Donc c'est l'expérience qui va un peu déterminer les hommes, quoi, et en partie leur éducation, etc. Et pourquoi le livre n'est pas manichéen? Parce que, en fait, la méchanceté, on voit que la méchanceté du monstre supposé vient en fait d'une éducation et d'un rejet constant qu'il a vécu, et au même titre que même Victor Frankenstein, son malheur c'est lui-même qui se l'est imposé, et donc je suis désolée, c'est peut-être un peu confus, mais voilà, ce qu'il faut noter c'est que c'est un roman quand même qui est empiriste profondément, et qu'il y a quand même un sous-contexte religieux énorme sur la place de l'homme au sein de l'univers, mais l'univers au sens large et métaphysique. Et ça je l'ai vu sur Wikipédia, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir. En gros, il y a pour Wikipédia, je ne sais pas qui a écrit ça, mais en fait c'est les hommes eux-mêmes qui apportent leur propre malheur, et la faute, il y a quelque chose du péché en fait, et c'est pour ça que ça s'oppose à l'espèce de déterminisme, parce que Victor, il y a quelque chose d'assez genre, ils sont eux-mêmes le porteur de leur propre chute en fait. Donc voilà, donc en fait ça s'oppose avec l'espèce de déterminisme qui construit ce qu'on est, et en même temps on est aussi en partie ce qui cause notre propre malheur, quoi. Donc voilà, un roman riche. C'est un vrai dialogue entre les deux, je trouve ça beau, sur les limites de l'homme, sur les limites peut-être de la science, ça fait questionner, quoi. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop laborieuse, c'est un très beau livre en tout cas, je le conseille, donc voilà. Tchuss.